Elle est à la manœuvre dans l'un des deux grands chantiers ouverts par François Hollande, le redécoupage de la France, un compromis aussi délicat à trouver que sur le pacte de responsabilité. La ministre de la Réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique est donc l'invitée de Preuve par Trois. Bonsoir Marie-Lise Lebranchu. Merci d'être avec nous pour ce rendez-vous de Public Sénat avec Perrine Tarnaud, de l'AFP, avec Thierry Mazur ce soir et de Dailymotion. Les résistances s'expriment déjà si fortement parmi les élus à qui on annonce donc la simplification du coûteux millefeuille territorial que l'on peut se demander si cette réforme ne restera pas un vœu pieux. Non, pas du tout. D'abord, il faut prendre acte du succès du vote de la première loi. Moi, je suis toujours étonnée qu'on ne se félicite pas d'être passé d'un texte qui pouvait être difficile à la création des métropoles, mais aussi au Grand Paris, que tout le monde attendait depuis longtemps. C'est fait. Et ça, c'est une étape, mais la suivante. Sur cette impulsion donnée, le président de la République a décidé non seulement qu'il fallait continuer, mais qu'il fallait monter une marche, c'est-à-dire donner une impulsion pour qu'on se retrouve d'ici à quelques mois, puisqu'on commencera au Sénat où nous sommes, on ait une loi qui dise clairement les compétences de chacun, qui fait quoi, qui referme un peu plus les compétences. Je pense au développement économique, à la formation professionnelle, au transport. Mais c'est un big bang, ça, c'est un big bang. Et certains se disent ça va faire pchit. Comment ça va faire pchit? On est en train déjà d'écrire la loi, j'ai rencontré quelques parlementaires, j'ai proposé à tous les groupes d'aller les rencontrer. Pourquoi ça peut faire pchit? Parce que vous avez dit je ne vais pas manier la hache. Mais alors quel outil vous reste-t-il, Marie-Lise Lebranchu, pour écouter les plus hostiles de vos amis Ça va être quoi, le scalpel? Ça va être la dentelle? C'est trop facile. Une loi, pour qu'elle soit appliquée, doit être votée par le Parlement. Nous ne sommes pas en dictature et c'est tant mieux. Donc, pour avoir une loi votée par le Parlement, il faut donner des choses claires aux parlementaires. C'est quoi une compétence exclusive? Comment on réduit le nombre de schémas régionaux pour en faire un vrai schéma du développement économique, de l'innovation et de l'aménagement du territoire? Attention au jargon, attention au jargon. Un vrai schéma qui s'impose aux autres collectivités territoriales. Comment le citoyen, en fait, va pouvoir ensuite venir avec nous, savoir où il s'adresse pour tel ou tel type d'intervention, garder de la solidarité, parce que les Français sont attachés à la solidarité, et faire que nos communes, avec nos intercommunalités, rationalisent aussi leurs moyens et rassemblent leurs services. Des questions simples sur un sujet assez complexe. Quel est pour vous le nombre idéal de régions? Je ne sais pas. Quel est pour vous le nombre idéal de départements? Sans doute beaucoup moins qu'aujourd'hui, mais je n'ai pas fait le calcul, voyez-vous, c'est pas mathématique comme réforme. Bon, mais quelle va être votre base de réflexion? Est-ce que ça va être les économies à réaliser? Est-ce que vous avez fixé un objectif budgétaire? Non, je n'ai pas d'objectif budgétaire, mais la résultante sera intéressante. Moi, j'ai un objectif, c'est clarifier les compétences, avec comme conséquence, bien évidemment, des économies du côté de l'État, du côté des régions, du côté des départements. Mais là, on parle en milliards d'euros, on est d'accord. L'idée, c'est de supprimer les doublons, les compétences qui s'empilent. En arrêtant de se regarder comme si on était une horreur, alors même que, rappelons-nous, les Länder allemands auxquels il est toujours fait référence ont été obligés de créer des espèces d'annexes de Länder qui correspondent à peu près à nos départements. Donc restons calmes sur les comparaisons, nous ne sommes pas si mal, à condition d'être plus clairs, plus transparent aussi sur les compétences et en particulier sur le développement économique parce que c'est ça qu'attendent les Français. Mais qu'on ait aussi une compétence solidarité, de proximité, parce que c'est ça aussi qu'attendent les Français en difficulté, et qu'enfin, puisque nous gardons notre nombre de communes, nous puissions impulser les fusions de communes. Vous ne voulez pas tout bouleverser sans rien changer. Il y aura bien quand même des changements importants à la clé. Il y aura des fusions de communes, il y aura des fusions d'intercommunalités, il y aura des fusions de départements, il y aura des fusions de régions. Et Mais ça, vous ne pouvez pas le chiffrer encore. Une fois cette première étape passée par incitation, y compris financière, parce que j'ai des élections en 2015 et que je n'ai pas le droit de diminuer mon nombre de régions avant 2015 compte tenu des élections. Ensuite, je me donne entre 2015 et ce sera applicable au 2020 au moment des nouvelles municipales. C'est à long terme. Où vous aurez, non, c'est pas du long terme, ça sera juste après les élections régionales où vous allez avoir quelques régions en moins, une réorganisation. Pourquoi je ne fusionne pas des régions tout de suite? Parce que
j'ai déjà des frontières régionales. Et au lieu de fusionner deux régions, peut-être qu'il va falloir que j'en coupe. Eh oui. Donc, c'est pas si facile à faire. C'est encore plus dur de les disloquer, certaines. On voit les résistances qui s'expriment parmi la population. Comme en Picardie, par exemple. Touche pas à ma Picardie, mais on pourrait prendre tellement d'exemples, Marie-Lise Lebranchu. Souvent, on dit ce sont les élus qui freinent. Faites attention, la population est attachée, y compris à ces départements. Rappelez-vous du débat sur les plaques minéralogiques, comme on a été surpris. Donc, ce qu'il faut, c'est être efficace. Ce que m'a demandé le Premier ministre, ce que m'avait demandé déjà quelques heures avant le président de la République. Oui, qui gère directement le dossier, il l'a dit. Hein. Il ne peut pas écrire la loi, le pauvre, heureusement. Bon. Mais les impulsions, en plus, j'ai la chance d'avoir un Premier ministre et un président de la République qui sont totalement en phase. Alors ça, c'est votre chance. Qui sont en phase, d'accord. Alors, mais totalement vous avez aussi contre vous, j'ai envie de dire, certains de vos amis politiques, je le disais, le président de l'Association des régions de France. Le socialiste Alain Rousset, qui préside l'Aquitaine, dénonce une vieille idée technocratique. Le président des départements, sur les fusions, sur la suppression de certaines régions. Par ailleurs, le président des départements, Claudie Le Breton, socialiste également, lui met en garde contre l'exercice périlleux que vous lancez. Oui, c'est périlleux. Hein, mais moi, je prends des risques. Je prends des risques parce qu'à un moment donné, il faut prendre des risques. C'est vrai que c'est pas facile à faire. La tâche n'est pas simple, mais moi, ce qui m'intéresse justement, c'est que avec un dossier qui est compliqué, je sorte avec une loi qui soit claire pour les citoyens. Et je pense que les citoyens veulent, par exemple, s'ils sont en recherche d'emploi ou quelqu'un de leur famille en recherche d'emploi, qu'il n'y en ait qu'un qui soit responsable du parcours qu'on a à faire. Si une entreprise a besoin de formation professionnelle, il n'y en a qu'un qui sera responsable de la formation dont elle a besoin. Une entreprise qui veut des aides directes n'en aura qu'un qui pourra lui donner. En revanche, parfois, un centre de recherche pourra être aidé aussi par une métropole. Ça, c'est pas inintéressant. Donc, conjuguer des efforts quand il en est besoin, avoir un interlocuteur unique quand il n'est pas besoin de conjuguer des efforts. Et avec tout ça, on sera plus serein, plus apaisé, et sans doute qu'on regardera aussi la fiscalité. On sera plus économe. On sera plus économe. On regardera la fiscalité parce que je pense que ce qui ne marche pas bien en France aujourd'hui, c'est l'inégalité entre les territoires. J'ai besoin de territoires forts, métropole-région, mais j'ai besoin aussi que l'ensemble des territoires de France s'occupent non seulement des citoyens qui y habitent, mais aussi de l'économie agricole, agroalimentaire par exemple. On pourrait prendre l'exemple de Paris et des départements de la banlieue. Il faut les fusionner. Là, vous êtes d'accord avec le Premier ministre? Au banc de l'Assemblée nationale, je me suis engagée à faire une étude de faisabilité de cette fusion. Donc, si je n'avais pas été d'accord, je vous rappelle que c'est le Premier ministre qui m'avait donné l'autorisation de le faire. Donc, nous sommes entièrement d'accord. Vous avez dit que votre arme, donc ça ne sera pas la hache, mais ce sera l'incitation financière. Donc, un bonus-malus financier, c'est-à-dire la carotte et le bâton. Oui, c'est toujours malheureux de dire ça, parce qu'on a l'impression que les élus ne fonctionnent que comme ça. Je crois qu'en France, il faudrait aussi, parce que ça éviterait la tentation de certains extrêmes, qu'on réhabilite nos élus. Ils ne sont pas laxistes, ils ne sont pas gaspilleurs, ils ne font pas n'importe quoi. En revanche, quand ils ont la compétence sur tout, et qu'un citoyen leur demande, les pousse à faire ceci ou ça, ils le font. Donc, donnons-leur aussi les moyens de pouvoir dire non à un certain nombre de cofinancements. Et ceux qui demandent aujourd'hui que ce soit plus clair, parfois vont se réveiller durement parce qu'un tel ou un tel ne pourra plus les aider. Donc, donnons les moyens aux élus d'être encore plus efficaces. Ils en ont envie. Les moyens, ils en ont envie. Certains disent qu'ils en ont trop eu déjà depuis des années. Est-ce que vous diriez, vous dites qu'ils ne sont pas gaspilleurs, mais est-ce qu'ils ont pu se rendre coupables de mauvaise gestion? Quand on voit par exemple... Vous allez pouvoir peut-être le confirmer ou l'infirmer, je ne sais pas, l'explosion du nombre de fonctionnaires territoriaux dans les régions, par exemple, qui ne sont pas tous justifiés par les transferts de compétences. Oui, ça, c'est pas tout à fait certain, parce qu'on oublie toujours que la gestion des TOS a obligé les régions à créer des services d'accompagnement. Alors, les TOS, c'est le personnel... C'est le personnel non d'enseignants des lycées. Dans l'éducation nationale. Jean-Pierre Raffarin, d'ailleurs, en convient aujourd'hui, qu'on n'aurait pas dû confier ça aux régions, parce qu'elles étaient des administrations de mission et pas de gestion. Mais... regardons aussi sur les intercommunalités. On me dit qu'il y a plus de personnel. Oui, on s'est occupé d'environnement, on ne s'en occupait pas avant, de déchets. On s'est occupé aussi de créer des services à la personne, de petite enfance, de halte garderie, y compris dans nos communes rurales. Donc effectivement, on a créé des services publics. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir que le service public est utile, que le service public est efficace, mais que le service public n'est pas redondant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de doublon, y compris avec les services de l'État. Alors il y a un élu qui, par ailleurs, patron de parti, c'est Jean-François Copé. Lui, il propose une chose toute simple. On supprime, dit-il, purement et simplement les départements et on les fusionne avec les régions et il propose d'en passer par un référendum. Voilà une solution simple. Ouais, c'est simple et c'est simpliste, je suis désolée. Parce que
Et là, il chiffre les économies, lui. Non, alors lui, il chiffre 10 milliards d'euros. en milliards. Il y a un bureau d'études qui a chiffré un milliard. Il y a KPMG qui dit que ça coûte 6 milliards au début, ça coûte plus cher au début. Ce qui se passe, c'est que quand on chiffre pour les départements, on chiffre leurs compétences obligatoires et leurs compétences non obligatoires. Par exemple, les départements aident une commune, je sais pas, disons un fictif, si l'école a brûlé, le département va aider la commune. Alors ça, c'est pas compté dans les dépenses de département. On dit si on supprime les départements, je supprime cette dépense. Non, je la transfère. C'est pas la même chose. Donc, je pense qu'il faut être extrêmement sérieux, rigoureux. Et prudent. Et prudent parce que, regardez l'action sociale. Nos personnes âgées, nos personnes en situation de handicap, les personnes éloignées de l'emploi. Vous supprimez le département. Vous avez deux hypothèses. On peut transférer aux communes. Soit c'est l'État, soit c'est les communes. Une commune qui a très peu de moyens, pourra-t-elle rendre service à ces personnes âgées? Non, parce que ce ne sera pas mutualisé. Le département est une source de solidarité. Soyons prudents, mais efficaces. Ce n'est pas un tract politique, c'est de l'action politique. C'est pas pareil. Deux petites questions. On a beaucoup glosé sur le virage de François Hollande, même sur son revirement, son reniement, même là, après sa conférence de presse. Vous avez entendu tous les commentaires. Est-ce que ça n'est pas le cas sur le sujet qui nous occupe, Marie-Lise Lebranchu, puisque la gauche, revenue au pouvoir, avait supprimé la fusion lancée par Nicolas Sarkozy des élus départementaux et régionaux. Et là, c'était une source d'économie. Vous êtes fait marche arrière, là. On fusionnait les élus, mais je vous rappelle, on ne fusionnait pas les institutions. Oui, c'était une première étape. Ah bon? C'était déjà une première source d'économie, je vous dis. Je ne sais pas, parce que quand vous fusionnez les élus, que vous êtes obligé de reconstruire tous les hôtels de région pour accueillir tous les élus de tous les départements, parce qu'il n'y avait pas de place, on savait qu'on on réduisait leur nombre, hein. Oui, mais on était au-dessus, 87 en Bretagne, on devait passer à 124. Alors, autre chose. Non, on ne fusionnait pas les institutions. L'idée, c'est d'avoir, quand c'est possible, y compris des fusions d'institutions. Mais regardez l'Alsace, c'est facile à dire tout ça. On fait un référendum. Échec. On avait proposé la fusion de la région des départements. On me dit, oh, les citoyens veulent des fusions. Résultat, ils ont voté contre. Alors donc ça veut dire qu'il ne faut plus faire appel au peuple demain? Pour les fusions de collectivités territoriales de même rang, les régions, les départements, les communes ou les intercos, moi je ne suis pas favorable effectivement au référendum. Mais je pense qu'on peut partir aux élections. Trop dangereux. Non, c'est pas dangereux. Moi, j'ai été un jour candidate à une mairie. J'ai voulu la fusion. Je me suis présentée en disant je veux la fusion avec la commune d'à côté. J'ai perdu parce que la commune d'à côté a voté contre la fusion. Mais je pense qu'on peut partir dans une élection en disant je me présente à tel niveau, je souhaite telle fusion. Alors paradoxe encore. Et à ce moment-là, le peuple dira ce qu'il a envie de dire. D'accord. Paradoxe encore. Vous aviez rétabli, c'est pas vieux, hein, c'est au mois de décembre, la clause de compétence générale qui donne en fait aux collectivités locales les mêmes pouvoirs, quoi. Elles font ce qu'elles veulent, hein. Donc et là vous l'aviez rétabli. Et là vous nous dites aujourd'hui il faut clarifier. Mais pourquoi ce changement de pied? Je pense que c'est c'est un mea culpa que vous avez envie d'entendre peut-être chez vous. Parce que moi j'ai écrit ça dans la mission Lambert, vous voyez, il y a quelques temps. J'avais été interviewé, on me dit est-ce que vous êtes favorable à la clause de compétence générale? C'était non. Donc vous l'avez rétabli? On est parti d'un constat de défiance totale entre les États, enfin entre le gouvernement et les élus. Défiance telle qu'on a vu beaucoup de collectivités territoriales se replier. Le président de la République dit « je rétablis la confiance. Je regarde avec vous comment on peut faire. Je tire maintenant, je suis en 2014, je tire le leçon du vote de la première loi. Le vote de la première loi me montre que sur les métropoles, vous êtes plutôt favorable à, par exemple sur Paris, une disparition des départements. Vous m'avez demandé, au 1er janvier 2017, des conventions obligatoires, je rappelle, entre les départements et les métropoles. Donc vous, Parlement de France, vous avez fait avancer beaucoup le dossier. Moi, président de la République ou Premier ministre à côté, puisqu'ils ont le même avis, je vous propose de continuer sur cette lancée et de renforcer la régionalisation. D'accord. Et d'avoir moins de compétences partagées. Et comme nous avons déjà créé la conférence territoriale de l'action publique, un lieu de discussion, eh bien nous avons l'outil pour avancer. Nous allons donc avancer. Et l'énergie, on vous entend, Marie-Lise Lebranchu. Allez, on va voir maintenant comment vous allez vous y prendre pour faire des économies dans la fonction publique. Et là, ce ne sont plus les élus, ce sont les syndicats que vous affrontez d'une certaine manière. Avant d'accueillir Thierry Mazur de l'agence France Presse, le point sur un chantier social délicat sinon explosif avec Mounir Soussi. J'estime qu'il est possible de faire des économies nombreuses tout en préservant notre modèle social. Fort de cette conviction, François Hollande espère économiser 50 milliards d'euros d'ici la fin de son quinquennat. Une cure d'amaigrissement qui aura des conséquences sur la condition des 5,5 millions de fonctionnaires.
Leurs salaires et retraites représentent près de 40% des dépenses publiques. Le gouvernement est face à une équation compliquée. Comment économiser sans baisser les salaires tout en créant des postes dans l'éducation et la sécurité ? Il ne reste plus beaucoup de marge de manœuvre pour parvenir à cet objectif, c'est-à-dire qu'il faut au gouvernement soit continuer le gel du point d'indice qui a été initié en 2010, ou bien continuer de rogner sur les mesures catégorielles, les primes des fonctionnaires. Marie-Lise Lebranchu évoque une éventuelle fin du gel des salaires avant 2017, une mesure coûteuse. La hausse d'un point d'indice représenterait 800 millions d'euros de dépenses supplémentaires. Depuis l'arrivée de François Hollande à l'Elysée, les syndicats négocient dans un climat apaisé avec leur ministre de tutelle, mais ils commencent à perdre patience. Le dialogue social, s'il n'y a pas de grain à moudre et s'il n'y a pas derrière d'augmentation de salaire et de maintien des effectifs, ça ne suffira pas pour calmer les fonctionnaires. Et ce ras-le-bol augmentera encore plus à la fin du mois de janvier, tout simplement parce que pour la première fois, le salaire des fonctionnaires va baisser. Une exaspération dangereuse dans cet électorat traditionnellement favorable à la gauche. En cette année électorale, beaucoup pourraient être tentés par le front de gauche ou l'abstention, à moins que le gouvernement annonce une mesure choc. Le deal qui avait été proposé par le passé, c'est-à-dire sans doute moins de fonctionnaires mais mieux payés, est sans doute une voie qui à la fois permettra de contenter les fonctionnaires en place et à la fois de mener à bien cette réforme de l'État que tout le monde appelle de ses voeux. Avant une éventuelle sanction dans les urnes, le ras-le-bol des fonctionnaires s'exprimera dans la rue avec une grève à l'appel de la CGT programmée le 6 février prochain. Voilà, Thierry Mazure de l'agence France Presse est avec nous. Thierry, bonsoir. Vos questions donc sur ces sujets multiples relevant de la fonction publique à la ministre. On est en plein dans l'actualité là, donc la première chose que j'ai envie de vous demander demain matin, il y a le premier conseil stratégique de la dépense publique qui se tient autour de François Hollande, donc c'est le début des travaux publics. Alors est-ce que c'est la fonction publique qui va être, et les fonctionnaires notamment, qui vont se retrouver sur le grill ? Sur le GRIC, non. D'abord, c'est vrai que par rapport à l'ancien gouvernement, on était à moins 30 000 postes par an et on est à moins 0. L'idée était de renforcer l'éducation nationale parce qu'on a un vrai challenge devant nous, la police, la justice et l'emploi. Et puis, bien évidemment, à masse constante, ça veut dire de supprimer des postes, c'est vrai, et je comprends la colère des syndicats dans d'autres secteurs, la défense, qui a donné beaucoup de postes, Bercy. La forteresse, comme on dit, économie et finances, a participé et quelques-uns ici ou là. Donc on a serré ce nombre de postes à supprimer. Aujourd'hui, la feuille de route est différente. On continue effectivement la trajectoire. Oui, les syndicats vous disent on est à l'os. Thierry Lepant le disait hier dans Le Monde, on est à l'os. Alors donc comment on va faire, quoi ? Sur l'administration territoriale de l'État, c'est-à-dire sur les territoires. C'est là que le Premier ministre me demande de faire effort. Avec l'ensemble de mes collègues, c'est ce dont on va discuter. Comment avoir peut-être un peu moins en centrale et plus sur les territoires. En termes d'effectifs, là vous pouvez nous donner un chiffre ? En termes d'effectifs. Je ne suis pas favorable à donner un chiffre. Quand même, on a envie de savoir. La baisse des effectifs, ce sera combien ? J'anticipe jamais sur les dossiers qui ne sont pas terminés. Vous savez que je ne fais pas de politique fiction. Mais je veux plus de monde. On est en train de faire une analyse territoire par territoire. Demain, il y aura moins de fonctionnaires. Ministère par ministère. Je ne sais pas s'il y aura moins de fonctionnaires, mais il y aura peut-être moins au niveau de l'État sur certains postes, plus au niveau des collectivités territoriales si on transfère des compétences. Ce serait idiot de garder à nouveau des doublons. Mais je voudrais dire, parce que c'est important, moi je comprends ce que disent les fonctionnaires. 4 ans de gel. Il n'y a pas beaucoup de personnes salariées du privé qui ont 4 ans de gel de salaire. Vous reconnaissez qu'ils ont perdu du pouvoir d'achat ? Oui. Et en revanche, moi j'ai proposé, et le Premier ministre l'a accepté, on a augmenté les catégories C, c'est-à-dire les plus petits salaires. Je pense que les plus hauts salaires s'en sortent parce qu'ils ont un peu plus de chance, mais ils l'ont mérité bien évidemment. Mais c'était sur les petits salaires et en particulier dans la fonction publique territoriale, tout en ayant conscience d'avoir fait aussi plus de dépenses publiques pour les collectivités territoriales. Mais on a pris d'abord l'aspect petit salaire. Bon, maintenant, on dépose là, tout. On est jusqu'en 2014, mais à partir de 2015, vous allez faire comment ? Parce que est-ce que vous allez continuer ce gel pour la 5e année et continuer à faire des économies ? Parce que les 50 milliards, il faut bien les trouver quelque part. Je ne sais pas l'hypothèse qui sera choisie, mais je vous rappelle, et tout le monde veut l'oublier parce que c'est technique, mais c'est pour moi hautement politique, qu'on a commandé un point zéro à un homme connu qui s'appelle Bernard Pêcheur. On pose
toutes les carrières de la fonction publique sur la table. On regarde comment faire fonctionner mieux tout ça, avec des parcours professionnels, avec des passerelles entre les collectivités territoriales, avec l'amélioration des conditions de travail, y compris pour nos seniors, puisqu'on augmente la durée du travail, donc on prend en compte nos seniors. On a un chantier de 18 mois. Ça ne se fait pas à coup d'annonce. Ça se fait métier, fonction, par carrière. Donc vous pensez que vous allez comme ça jouer à saute-mouton au-dessus des journées d'action des syndicats? Il y en a une par exemple le 6 février. Non. Bon, ils vont défiler et puis on continue. Ni les premiers ministres n'ont l'intention de faire comme s'ils n'entendaient rien du tout. Ils sont attentifs non seulement à la qualité de la fonction publique et à nos fonctionnaires, mais aussi à leurs conditions de vie. Alors vous pouvez désamorcer cette grève du 6 ? Qu'à un moment donné, il faudra qu'on ait une vraie discussion, mais avec les syndicats, je suis désolée, pas avec vous et pas ici, pour dire... Est-ce que c'est un peu de point d'indice? Est-ce que c'est encore un peu plus à telle catégorie? Est-ce que je mets plus sur les parcours professionnels? In fine, quand on aura fini le mandat, c'est-à-dire 2017, sur l'ensemble des parcours professionnels, on aura, pour les carrières, on aura progressé pour nos fonctionnaires. Il est hors de question de régresser, sinon on va les perdre. Or, on a besoin de fonctionnaires pour le service public et de fonctionnaires de qualité. Donc c'est tout un déroulé compliqué. J'ai un travail de dialogue social complexe, mais... nos fonctionnaires demandent quoi? De la reconnaissance, ils n'en ont pas eu souvent, d'être mieux traités par les médias, y compris... Parfois aussi par le chef de l'État, puisque le chef de l'État a dit que l'État était trop lourd, trop cher. Il n'a pas dit les fonctionnaires sont trop lourds. L'État. L'État est trop lourd. Les fonctionnaires l'ont pris pour eux. Hein. Non, mais moi, je le prends pour chacun qui est en fonction le prend pour soi. Et ce que me demande, moi, le président de la République, par exemple, quand je fais le dites-le-nous une fois pour les entreprises avec Pierre Moscovici, quand on fait les simplifications pour l'usager, quand il rentre et qu'il sait qu'il aura rendez-vous, qu'il n'aura absolument pas à attendre, ce qui n'est pas le cas dans certaines entreprises privées, quand on fait des simplifications de cet ordre-là, on est moins lourd, on est plus efficace et in fine, on sera moins cher parce qu'on va économiser du temps cadre. Donc, j'étais ce matin au secrétariat général de la modernisation de l'action publique qui dit comment on va mieux utiliser le numérique, comment on va réinsuffler une nouvelle culture. Tout ça va fonctionner. Mais j'entends que les fonctionnaires, eux, par rapport à leur mandat, et puis il y a des élections à la fin de l'année à l'intérieur de notre fonction publique pour leur représentativité, eh bien, ils ont envie aussi d'avoir, comme disait l'intervenant tout à l'heure, interrogé, du grain à moudre. Mais est-ce qu'ils ne sont pas un petit peu désorientés finalement, les fonctionnaires? Est-ce que ça n'aurait pas été plus simple de dire le gel d'un fonctionnaire sur deux, le gel un fonctionnaire sur deux n'est pas remplacé lorsqu'il part en retraite? On poursuit cette mesure parce que de toute façon on ne pourra pas faire autrement. Non, parce que c'était pas juste. C'était pas juste parce que c'était efficace. Sur certains territoires, vous n'aviez plus personne en termes de contrôle de l'agroalimentaire pour l'export, par exemple, plus personne. Et dans ce cas-là, vous pouvez perdre des marchés, donc la France ne s'y retrouve pas. Plus personne pour des problèmes de santé, plus personne pour de la sécurité routière. Attention, il faut qu'on ait un équilibre sur les territoires. Donc moi, j'ai un travail qui est dur, mais qui est passionnant. C'est comment, effectivement, on a sur les territoires l'État garant, l'État protecteur, mais l'État qui permet le redressement économique. Comment on a peut-être moins dans certaines fonctions qui ne sont plus utiles, peut-être. Mais comment on fait tout ça en améliorant les parcours professionnels de nos fonctionnaires qui sont peut-être un petit peu archaïques parce que le fonctionnaire, au fond, il sait que dans 5 ans, il aura tel avancement et que dans X années, il aura tel autre. Il passera d'un grade, un échelon. Tout ça n'est pas suffisamment percutant. Et moi, je pense qu'on est capable de faire beaucoup en remettant toutes les carrières sur la table et en travaillant. Je l'ai rappelé tout à l'heure, mais c'est important sur nos fonctionnaires seniors. Quand un fonctionnaire territorial court derrière la benne et qu'il a passé 60 ans, l'efficacité de l'action publique n'est pas au rendez-vous, ni pour lui, parce qu'on ne le respecte pas, ni pour le service rendu. On a des tas de choses à penser. Les surveillants de la pénitentiaire partent très tôt. Est-ce qu'ils pourraient faire autre chose après? Ils sont intéressés à ce qu'on va faire. Est-ce qu'il faut faire... toujours la même barrière entre ce qu'on appelle les actifs, la police, les surveillants de la pénitentiaire. Vous avez recensé les professions qui pourraient travailler plus longtemps que... Il y en a qui me demandent à travailler plus longtemps. Certains demandent, ah bon? Mais ils n'ont pas de passerelle. Et qu'est-ce qu'ils font dans ces cas-là? Eh bien, ils quittent la police pour entrer dans le privé comme surveillants. Ils sont mal payés, bref, pas heureux. Comment on rend nos carrières plus attractives, comment on crée des passerelles qui permettent aux fonctionnaires d'être efficaces, d'éventuellement travailler plus longtemps s'ils sont dans une famille recomposée avec des enfants jeunes. Bref, il y a un tas de travaux à faire pour nos fonctionnaires et dans l'efficacité
et dans l'économie. Les fonctionnaires n'ont pas envie qu'on dépense plus pour eux, ils ont envie d'être reconnus. Ils ont envie Non. d'être ici, ils ont envie d'être reconnus comme un vecteur fort de la République française. C'est eux qui portent les valeurs républicaines, c'est eux qui portent l'impartialité, c'est eux qui portent la loyauté. Le fonctionnaire, c'est un exercice sacerdotal, être fonctionnaire? Moi, je pense que c'est autre chose. On n'est pas fonctionnaire. C'est pas un emploi ordinaire. Vous devez garantir les valeurs républicaines, y compris quand vous sortez de votre boulot, vous êtes encore fonctionnaire, vous êtes encore représentant de la République. C'est pas rien. Et je pense que ça doit être dit, reconnu. D'ailleurs, le Premier ministre ira présenter ses vœux à Metz jeudi prochain, et j'espère, j'en suis persuadée, il le leur dira. Il y a un vrai sujet de reconnaissance de ce qu'est le service public. Ça, c'est ce qu'on appelle la calinothérapie. Hein. Non, mais pas du tout. Les fonctionnaires regardent leur feuille de paye, eux. Parce que, pas seulement, dans la mesure où je me suis engagée à poser toutes les questions sans tabou avec les fonctionnaires dans le dialogue social, j'espère qu'on aboutira à quelque chose qui peut-être passera par des conflits. Je ne pense pas que nos relations... Vous espérez pouvoir signer un accord à quel horizon sur les carrières? Moi, j'avais dit 18 mois, on a commencé en janvier, c'est difficile. Il faudra qu'on ait des accords d'étapes, parce qu'effectivement, ils vont demander sans doute des étapes. On va voir avec eux quelles étapes sont souhaitées, mais... je reste persuadée quand même que les fonctionnaires les moins payés ont bien reçu qu'on ait augmenté les catégories C. Je sais qu'il y a des problèmes maintenant sur les bas des catégories juste au-dessus. On a resserré l'échelon. Est-ce qu'il faut, je ne sais pas moi, plafonner la rémunération supérieure? Des tas de questions. Vous avez peur que la rue s'embrase, à commencer par le 6 février? La rue s'embrase, c'est une grande phrase. Hein. Un conflit de la fonction publique ne me fera bien évidemment pas plaisir, c'est évident. Je ne sais pas si... Vous êtes démunis pour le désamorcer? Je ne suis pas certaine de ça. Parce que dans le dialogue social, j'ai en face de moi des gens extrêmement responsables, qui veulent dire à un moment donné au peuple français, aux citoyens français, pardonnez-moi, qui veulent dire aux citoyens français, on est là et aujourd'hui c'est nous qui payons la rigueur. Moi, il risque d'être découragé et ça, c'est pas bon non plus pour l'efficacité de l'État. Il ne faut pas que les fonctionnaires soient découragés. Mais vous savez, quant à longueur d'antenne, de lecture, ils entendent parler qu'ils sont une entrave en fait à la bonne santé des entrepreneurs par exemple, et que les entrepreneurs viennent leur demander aide pour trouver un terrain, aide pour l'assainissement, aide pour les déchets, aide pour la localisation, aide pour l'export, aide pour les infrastructures, quelquefois ils sont découragés. Ils sont découragés parce que quand ils demandent à l'entrepreneur « mais pourquoi vous pensez que je suis inutile ?», l'entrepreneur lui dit « pas vous ». Mais voilà, une espèce d'imagerie collective, la fonction publique serait inutile. Non, la fonction publique est utile au développement de la France et au redressement de la France, à condition qu'on sache sur quelle mission et comment. Voilà pourquoi c'est un challenge difficile. Ah oui, c'est le deuxième là, hein, pour difficile. vous. Hein. Non, mais après la réforme de l'État, vous avez... Mais ce qui est bien, c'est d'avoir... Après la réforme tout. du millefeuille territorial, la réforme de l'État. L'action publique du XXIe siècle, personne ne peut être plus ravi que moi. Merci Thierry Mazure. Une question encore sur la CGT. On a cité Thierry Lepan qui appelle donc à cette mobilisation des fonctionnaires et qui considère que le Premier ministre aujourd'hui de la France, c'est Pierre Gattaz. C'est sans doute une boutade. C'est comme si je disais, moi... le chef de tous les syndicats, c'est Thierry. Bonjour Thierry. Ce n'est que lui. Non, je crois que de temps en temps... c'est pas une boutade, hein, il argumente, il dit le gouvernement fait la politique du MEDEF. Ça, c'est quand même pas vrai, parce que si le gouvernement faisait la politique du MEDEF, en particulier sur tout ce que je viens de dire sur la fonction publique, ce serait beaucoup plus simple. Il m'en supprimerait 1 sur 2, point barre, et puis on passerait à l'étape suivante. Je pense que c'est plus complexe et plus difficile que ça. Allez, Perrine Tarnaud de Public Sénat arrive maintenant pour la 3e partie de cette émission, Marie-Lise Lebranchu, où nous parlerons de la gauche du PS, apparemment sans voix, d'ailleurs comme votre grande amie Martine Aubry, Marie Brémaud. Au sein de la majorité, en ce moment, on ne parle plus de virage, mais bien d'accélération social-démocrate, comme si l'économie de l'offre avait toujours été à l'ordre du jour pour les socialistes. Même l'aile gauche du PS se fait très discrète. La gauche du parti peut ne pas être contente, mais elle n'a pas grand-chose à proposer en échange. La politique qui suffirait simplement d'insuffler de l'argent dans l'économie n'est pas suffisante pour remédier aux problèmes structurels de l'économie française. Les plus à gauche tentent de faire bonne figure et de sauver la face. C'est le cas notamment des proches de Martine Aubry. J'accorderai ma confiance au gouvernement, mais je ne l'accorderai dans la confiance que s'il y a des contreparties sérieuses et si on continue
à mener une politique de justice. Martine Aubry, qui ne partage pas les vues libérales du président de la République, lui exprime ses désaccords, mais là aussi, en toute discrétion. Vous savez, ils discutent très régulièrement, ils le font loin des caméras parce que Martine Aubry est candidate au municipal à Lille, qu'elle travaille dans son club Renaissance à réfléchir à des idées nouvelles. Et puis le président de la République, il est président de la République, donc chacun dans son couloir, chacun avec ses responsabilités, chacun avec son devoir d'avoir des résultats. Et ça ne les empêche pas ensuite de s'échanger très directement et très franchement sur ce qui va et ce qui ne va pas. Mais ça, ils ne souhaitent pas le faire devant les caméras. Des couloirs différents qui ne se rejoignent pas souvent, à chacun son chemin. Voilà, Perrine Tarnoud nous a donc rejoint. Bonsoir Perrine, vos questions. Bonsoir Michel, bonsoir Madame la Ministre. C'est donc raté pour le retour de Martine Aubry au plan national? Est-ce que c'est raté pour son retour au plan national, ce virage social-démocrate Martine Aubry n'est jamais partie. C'est ça qui m'étonne le plus. On me dit qu'elle n'est plus là au niveau national. Si, elle voit non, elle n'est plus beaucoup là. Elle n'est plus beaucoup là parce qu'elle ne vous voit pas. Mais elle ne parle pas beaucoup. Elle ne parle pas dans les médias nationaux. Il n'est pas forcément Elle est très présente au niveau local. Il n'est pas forcément utile de parler aux médias nationaux pour avoir toujours une influence politique. C'est-à-dire que quand on rencontre le président de la République, le Premier ministre, des ministres, quand on râle sur telle mesure, quand on encourage telle autre, quand on fait aussi... Moi, j'ai bien aimé cette respiration qu'elle nous a offerte sur le prendre soin, justement. C'est quoi l'action publique dans le prendre soin de nos citoyens? Bref, elle n'est jamais partie. Le CARE, elle n'est jamais partie. Mais concrètement, là, qu'est-ce qu'elle a obtenu récemment comme inflexion? On aimerait savoir. Pourquoi voulez-vous que être en politique, ce soit être dans un gouvernement? Il n'y a que 30 et quelques personnes. C'est déjà beaucoup, disent certains. Mais en politique, il y a beaucoup plus de gens que ça. Je pense que chacun peut être utile là où il est. Ce qui est important, c'est pas qu'elle soit là sur votre plateau, peut-être. Non, mais nous, on pense à Matignon. Non, mais nous, on pense effectivement à Matignon, comme le dit Michel, ou à son retour. Non, il y a déjà un Premier ministre, on n'en met pas deux. Quand il y aura un remaniement. Voilà, mais moi, j'en sais rien. Je veux dire que je ne suis pas dans la tête du président de la République. Je ne sais pas quand il y aura un remaniement, s'il y en aura un, à quelle heure. Et puis, si je m'occupe... Est-ce que le tournant social-démocrate alors de François Hollande est compatible avec le positionnement politique de Martine Aubry? François Hollande a tenu, et c'était intéressant dans les entretiens qu'on a en ce moment, parce qu'il il y a aussi du travail, il tient à cette notion de contrepartie, c'est-à-dire d'équilibre. Aujourd'hui, on a quoi? On a une crise et une sortie de crise, parce que la crise a commencé en 2008, qui est très lourde. Dans une sortie de crise, vous avez toujours l'agroalimentaire, après vous avez le bâtiment, enfin vous connaissez ça par cœur, donc on sait que ça va globalement jusqu'en 2016, quand on lit les bonnes études et pas ceux qui clament. Donc on sait qu'il y a ça. Donc il s'engage et il prend au mot le patronat français, qui n'arrête pas de dire, si nous, on démarre moins vite que les autres, c'est parce qu'on paye trop de cotisations. Banco. Payer moins de cotisations, ils ont déjà 4% de moins, je rappelle. Donc ils vont être transformés, sans doute on verra le résultat. Beaucoup. Sans doute, mais enfin, il n'y a pas d'objectif chiffré de la part du chef de l'État. Peu importe, je veux dire qu'on les prend au mot, en disant, vous dites que c'est le coût du travail. Vous leur faites porter la responsabilité du chômage. Non, pas du tout. Je ne fais pas porter la responsabilité du chômage des entrepreneurs. Je vous dis que... S'ils ne respectent pas les contreparties. Le patronat dit, si vous faites un geste, et en particulier sur la branche famille, et d'ailleurs, il faut noter que la CGT ou FO ont fait cette même type de proposition, rappelons-nous, eh bien, nous créerons des emplois bancaux, on y va. Sauf qu'en face, il faudra effectivement créer des emplois. Et que le citoyen français aura aussi... On s'est éloigné de Martine Aubry. Pardon. Aura aussi tout moyen de réfléchir à ce qu'on donne en termes de baisse de cotisation et au résultat. Est-ce que ces contreparties, alors vis-à-vis du MEDEF, vis-à-vis du patronat, c'est ce qui va réussir à bâillonner, à tenir la gauche du PS autour de ce pacte de responsabilité? Moi, je pense que nul n'est bâillonné. J'ai entendu, on a entendu beaucoup de voix discordantes. Un vote de confiance, ça fait régner un petit peu d'ordre. Oui, mais ce que je sens aujourd'hui et ce que je sais, c'est que tout un chacun qui est sur les territoires rencontre une population qui veut que ça redémarre, c'est-à-dire que la France se redresse. Et c'est vrai sans mettre à bas les services publics, par exemple, ce qui est mon travail, sans mettre à bas, y compris nos collectivités territoriales, pour que l'accès à la culture, par exemple, continue à permettre aux gens de s'émanciper en pleine crise économique. Mais ils nous demandent en même temps de retrouver une France industrielle, de retrouver une France en Europe et de retrouver une France dans le monde. Or, on sait tous. Donc c'est le réalisme du terrain, la réalité du terrain qui l'emporte? C'est l'analyse de la situation et la volonté de faire face à une période
difficile. Mais on sait tous, par exemple, que la Chine, qui a été longtemps l'usine à produire du monde entier, va commencer à acheter. Est-ce qu'on est prêt, nous, à répondre? Est-ce qu'on est prêt à créer de la valeur ajoutée en France? Est-ce qu'on est prêt à avoir l'innovation que d'autres pays vont nous demander? Ça, c'est sur la table. Donc, un accord sur ce qu'on a dit, l'équivalent de la branche famille, ça a été annoncé. Un accord. Une bonne organisation des collectivités territoriales pour que l'aide à l'innovation, à la recherche-développement, à la transformation en nurserie d'entreprise et j'en passe, soit au rendez-vous. Et puis une analyse des contreparties, mais un service public qui continue à exister. C'est le modèle français. C'est-à-dire qu'on est en train de sauver un modèle avec une politique de l'offre. C'est difficile. C'est effectivement une ligne difficile, mais c'est une ligne. Et ça, il faudrait empêcher effectivement les défections à gauche. Est-ce que l'autre contrepartie pour la gauche du Parti socialiste, ce serait une petite baisse des impôts pour les ménages en 2015 ? Alors, ce n'est pas une petite baisse des impôts pour les ménages. C'est comment je privilégie les catégories les moins favorisées de mon pays. C'est-à-dire comment je garde un système social d'aide important qui n'existe pas dans beaucoup de pays. Comment, effectivement, sur l'impôt, je fais attention à ceux qui sont en dessous des 2 000 € par mois, par exemple, avec 2 enfants qui ont vraiment payé l'impôt avec difficulté. Donc cette volonté de faire baisser les impôts pour les ménages en 2015. On ne peut pas demander aux ménages, et en particulier aux plus faibles d'entre eux, d'être ceux qui vont permettre la baisse des cotisations dont je viens de parler. Donc c'est ça, la difficulté de ce gouvernement, c'est ça son challenge. Je veux dire, Et avec quelle marge de manœuvre budgétaire? On n'a pris aucun chemin facile. On n'a pris que des chemins difficiles, mais parce que la période est ainsi et que la France dans le monde... Je voudrais juste dire une chose. Quand nos citoyens nous parlent, ils sont aussi intéressés parce que le président de la République a obtenu un SMIC en Allemagne. Et l'accord avec le SPD de Martine Aubry. En juillet 2011, souvenez-vous, Martine Aubry signant avec Sigmar Gabriel. Ça, c'est un fait important. Nos citoyens demandent que pour la directive des travailleurs détachés, on arrête de faire de la concurrence déloyale. Et Jean-Louis Borloo, lui, il vous demande d'augmenter le SMIC aussi en France. C'est ce qu'il a demandé. Mais ce n'est pas à rejeter a priori. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il faut savoir regarder l'ensemble. C'est difficile, mais on y arrivera. On y arrivera parce que la France va se redresser. Et c'est ça qui est important à dire aux Français. Quand on emprunte un chemin difficile, on est sûr de réussir à 100%? Non, il faut que... Vous dites le chemin est difficile. Vous dites. Moi j'ai tous les matins une part de doute, parce que celui qui est sûr d'avoir raison à 100% ne peut pas être un politique, ou alors c'est un politique qui peut être dangereux. En revanche, il y a toujours... Mais si on pouvait enfin parler de la France avec un langage de confiance, je peux vous dire qu'y compris les TPE, les PME, les petites boîtes, ne se porteraient pas de la même façon. C'est le langage de défiance dans son pays. On appelle ça du bashing. C'est la défiance par rapport à son propre pays qui amplifie la crise. Moi, je pense que le président de la République a raison avec son Premier ministre. Au bout de 18 mois. Au bout de 18 mois. Moi, j'ai toujours eu l'impression d'être sur cette ligne-là. Bon, peut-être que vous ne m'avez pas écouté ou que vous n'avez pas écouté le président. Quand même, on dit, certains lui reprochaient d'avoir perdu 2 ans. Non, mais vous avez une opposition. Moi, l'opposition, j'ai entendu hurler en disant « ne me parlez pas d'héritage ». En février 2012, nous n'étions pas au pouvoir depuis 2002, ça faisait 10 ans. Ils nous disaient « si on est en difficulté, c'est à cause de la gauche ». Donc, peut-être que la voix, y compris de l'opposition, pourrait devenir raisonnable. Ce serait intéressant, on aurait un vrai débat. Quelques petites questions politiques. Donc, Jean-Louis Borloo, il va soutenir le pacte de responsabilité, mais il ne votera pas la confiance au gouvernement. Vous regrettez qu'il n'aille pas au bout de sa logique? Ça, Jean-Louis Borloo, il fait ce qu'il veut. Franchement, je ne vais pas lui demander d'aller au bout de sa logique. Peut-être que quelques voix au centre seront utiles s'il y a des défections à gauche. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Je veux dire, on met sur la table la question, on mettra un document. Non, mais il y aura un document. Il n'est pas encore sur la table. À Jean-Louis Borloo de prendre sa décision. D'accord. Et Bayrou, lui, il a raté le virage social-démocrate de François Hollande. Il est parti trop tôt à droite. J'ai lu ça partout. Je pense qu'il a fait un choix. C'est le sien. Bon, est-ce que les Français attendent vraiment que Bayrou soit un peu plus ici ou un peu plus là? Ils ont envie que ça fonctionne. Et je pense que si ça fonctionne, peut-être que Bayrou reviendra. Mais bon, c'est quand même pas... Moi, je l'aime beaucoup, ce garçon. Mais, pardon, excusez-moi. Non, vous pouvez dire ce garçon. Hein. J'aime bien François Bayrou, mais c'est pas mon sujet. J'aime bien le rencontrer. Il est intéressant à rencontrer. Est-ce que, comme nous, journalistes, vous avez senti, lors de sa conférence de presse mardi dernier, que François Hollande était déjà en campagne pour 2017? En campagne pour 2017, je n'ai pas senti ça, mais je l'ai trouvé bien dans sa détermination. Et ça, c'est extrêmement agréable pour un ministre que d'avoir... Et j'ai trouvé la même chose chez le Premier ministre. Pour vous? J'ai trouvé qu'ils ont tous les deux
monter une marche de plus. C'est-à-dire qu'il y avait des étapes difficiles, elles sont derrière nous. Maintenant, voilà, je sens, on monte les marches. Et j'ai, moi, envie de monter les marches avec eux ou derrière eux, parce que je suis derrière eux. Vous l'avez senti, mais on l'a beaucoup observé aussi par rapport à ses tourments personnels, le chef de l'État, Perrine, quand même. Alors là, ça, c'est pas... Mais est-ce qu'il est temps de clarifier sa situation personnelle? C'est pas mon sujet, Il y a beaucoup de ses amis qui lui demandent. Je n'en sais rien. Le maire de Tulle, encore ce week-end. Je trouverais plus intéressant que vous me parliez de ma situation personnelle. Chez moi, tout va bien. On en parlait toujours avec moi. Voilà. Je vous en demandais pas tant. C'est ce que vous souhaitez aussi pour François Hollande, bien sûr. Mais voilà, mais chacun... Il faut faire attention. Mais il faut faire attention aussi à la presse internationale, qui est très très dure encore cette semaine, justement, sur François Hollande. La chance... Notamment aux États-Unis, où il va aller bientôt. La chance, c'est d'avoir, malgré tout, j'ai envie de dire, parce qu'effectivement, je pense que c'est pas simple, pour lui en tant que personne, mais moi, j'ai trouvé un président serein et déterminé, faisant justement fi de ce que sont ses préoccupations personnelles. Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal et je lui demande de rester comme ça. Après, pour sa vie personnelle, ça le regarde, ça ne me regarde pas. Et qu'est-ce que vous répondez à Henri Guénaud qui déclarait ce matin sur Europe 1 « François Hollande ment tout le temps et surtout ». C'est peut-être Henri Guénaud, non? Et il faudrait lui demander, je sais pas, qu'il nous illustre son propos, qu'il fasse un joli bouquin, je sais pas, sur la technique du mensonge, ce serait intéressant, non? J'avais envie de vous demander en dernière question sur l'IVG. Est-ce qu'il était utile de rouvrir ce débat aujourd'hui? Je regrette, comment dire, la réaction au débat. Moi, ça m'apparaissait normal, j'ai envie de dire presque naturel, alors que le naturel n'existe pas en droit, qu'on enlève cette clause qui a pu encombrer le raisonnement et qui n'est plus la situation jamais de détresse. Voilà. C'est pas mon regret d'ailleurs, c'est qu'il y ait trop d'avortements. C'est le même regret que celui de Marisol Touraine ou de Najat aujourd'hui, Vallaud Belkacem, c'est qu'on n'est pas assez bon et pas assez tôt, en particulier avec les plus jeunes, sur les situations de contraception, sur la contraception. Mais je pense qu'il faut ouvrir certaines fractures qu'on a beaucoup entendues dans le pays, notamment au moment du texte sur le mariage pour tous. Il ne faut pas être hypocrite. Pendant longtemps, moi, j'ai la chance d'être plus âgée que vous, c'est une chance. Et d'avoir vécu les premiers entretiens des femmes qui demandaient un IVG. C'était très dur. Et je pense que, comme souvent, c'était en face des femmes, elles n'ont pas voulu continuer sur cette espèce de concept de détresse qui est difficile à partager. En quoi l'arrivée d'un enfant peut provoquer une détresse chez l'une et pas chez l'autre. Donc voilà, je crois qu'à un moment donné, le respect de l'individu forçait la loi, il a forcé la loi. Maintenant, dans une semaine, ce sera fini. Sauf en Espagne, où certains s'inspirent, vont chercher l'inspiration aujourd'hui en France. Avec on parle toujours d'extrémisme. Et de tentation d'extrémisme, y compris là. C'est une tentation d'extrémisme. C'est-à-dire fracturer les sociétés en fonction des opinions souvent religieuses. Et je pense que fracturer les sociétés en fonction des opinions religieuses, c'est chercher une forme d'extrémisme ou d'intégrisme, et c'est ouvrir la porte à de nouvelles... Ça, c'est un avertissement à l'épiscopat qui a soutenu les manifestations. Je pense que l'épiscopat français a raison de dire qu'il est contre l'avortement parce que c'est son engagement religieux. Mais il n'a pas à soutenir les manifestations. De là à aller manifester en tant que tel dehors, c'est autre chose. Je pense que la liberté concernant l'IVG, la liberté des femmes n'est pas une liberté d'opinion, c'est une liberté personnelle. Liberté de son corps. Merci Marie-Lise Lebranchu, merci Perrine. Merci Michel. Merci à tous, bonsoir. Et la semaine prochaine, notre invité sera Brice Hortefeux. À très vite.